La deuxième table ronde, elle porte sur le financement de l'économie réelle. Alors, les banques, si on revient sur leur rôle dans la société, elles se sont quand même vues confier un service d'intérêt général. Un service d'intérêt général qui est de financer cette économie réelle, de transformer une épargne qui est liquide, l'argent qu'on met en banque, en crédit, et notamment en crédit de long terme. Ça, c'est un vrai service qu'on leur demande. Et pourtant, depuis des années, ça a été évoqué dans la première table ronde, ces banques, elles ont tendance à considérer que c'est l'économie et la société qui est à leur service et non l'inverse. Deux chiffres pour l'illustrer. Le premier, c'est la part des profits des entreprises américaines qui étaient captés par les banques jusqu'à 2007. Dans la décennie 2000-2007, 40%. 40% des profits de l'économie américaine étaient captés par les banques. Deuxième chiffre, en part du PIB européen, la part des banques est passée de 2,3% en 1951 à 8,2% en 2007. Donc la part des banques dans l'économie, elle a quadruplé en l'espace de 50 ans. Alors certes, elles rendent d'autres services qu'elles ne rendaient en 51, mais tout de même, ça interpelle. Alors donc, je disais, le boulot des banques, le boulot numéro 1, c'est de faire du crédit, de financer l'économie réelle, et pourtant on entend souvent ces entreprises qui se plaignent d'avoir du mal à se financer. On entend aussi des opérations utiles comme la rénovation thermique du bâtiment qui a du mal aussi à trouver des financements. Et pourtant, on a le sentiment que les banques, c'est pas comme si elles manquaient de liquidité, la Banque centrale européenne n'arrête pas de les financer. Alors pourquoi? C'est ça l'objet de notre table ronde. Pourquoi les banques ne financent pas ou pas assez l'économie réelle? Comment garantir qu'elles le fassent davantage? Pour en parler, deux éminents spécialistes. Jean-Michel Nolot, qui est un ancien banquier, qui est l'un de ceux qui, je dirais pas un repenti, mais un de ceux qui ont défrayé la chronique en expliquant le revers du métier, notamment dans un livre qui s'intitule « Crise financière, pourquoi les gouvernements ne font rien ». Il est aujourd'hui membre de l'autorité des marchés financiers. Et puis, Jésabel Coupé-Soubeyran, qui est économiste à la Sorbonne, Paris 1, et l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, l'un que j'ai vu sur la table qui s'appelle « Monnaie, banque, finance », paru au PUF, et puis un autre qui est un peu plus destiné à la vulgarisation, qui est la banque en 30 questions, quelque chose comme ça. Vous pourrez nous repréciser le titre. Voilà, alors je vais d'abord passer la parole à Jean-Michel Nolot pour qu'on comprenne bien comment on en est arrivé à cette situation. Je ne suis surtout pas un repenti parce que j'ai exercé mon métier de banquier d'affaires en réalité, c'est encore plus grave, je suis désolé, pendant 37 ans aux côtés des grandes multinationales. Donc j'ai exercé mon métier avec passion et donc non, je ne regrette rien, mais ça ne m'empêche pas de partager des analyses très critiques sur la finance. Juste avant de répondre à la question, je voulais apporter un petit complément à votre question sur la séparation bancaire, parce qu'il se trouve que j'ai suivi l'affaire d'assez près. Et je voulais simplement vous dire, en réalité, quand Michel Barnier, qui était commissaire à Bruxelles sur les marchés financiers, a décidé de faire la réforme bancaire en vue de séparer, il y a plusieurs manières de séparer les activités, mais de les séparer, il a prévenu le président de la République en 2012. Et ensuite, on a vu se développer une vraie course de vitesse, aussi bien d'ailleurs en Allemagne qu'en France, pour sortir le projet avant que Bruxelles ne sorte le sien. En se disant, une fois qu'on aura fait voter la loi en France, et on l'a fait voter dans un temps record, en fait en 6-7 mois, je crois, en juillet, eh bien, on pensait que Bruxelles renoncerait. Eh bien non, Barnier a présenté son projet quelques mois plus tard, en février 2014. Et aujourd'hui, la réforme est pratiquement enterrée. Mais c'est pour vous dire quand même, voilà, la manière dont moi j'ai perçu les choses. Alors, le financement de l'économie, moi je voudrais essayer de partager 2 ou 3 idées avec vous là-dessus. Premier point,
vous dire que le financement de l'économie, il peut se faire de 3 façons. On pourrait même presque dire essentiellement de 2 façons, mais peut-être même de 3 façons. Il y a le financement par les banques, il y a le financement par les marchés financiers, et puis il y a le financement par l'État éventuellement. C'est ce qu'on appelle une politique industrielle. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le financement par l'État est considéré comme en contradiction avec la régulation de la concurrence qui est faite à Bruxelles. Donc on oublie cette partie-là, ce qui n'empêche pas qu'elle se fasse de temps en temps, hein, comme sur des programmes Airbus, etc. Mais l'essentiel, c'est donc le financement par les banques et le financement par les marchés financiers. Le financement par les banques, en Europe, on dit toujours, c'est à peu près 2/3, 3/4, ça dépend du comportement des marchés financiers. Et le reste, ce sont les marchés financiers. Il se trouve que, moi, personnellement, j'ai travaillé des 2 côtés, puisque du côté de la régulation des marchés financiers, eh bien, je me suis occupé de très près des marchés financiers. Je crois que ce qui est très important de noter, c'est que ce sont 2 choses complètement différentes. Le financement par les banques, c'est un financement qui s'inscrit dans la durée, quand ça se passe bien, bien sûr, qu'il s'agisse de prêter de l'argent à des ménages ou bien à des entreprises. Quand vous faites un crédit, la banque va garder le risque pendant toute la durée. Elle va le syndiquer un peu dans le marché, mais elle va garder le risque. Et donc la banque développe une relation très étroite avec l'entreprise. Elle connaît les dirigeants, elle connaît les secrets stratégiques de l'entreprise, elle est prête à prendre davantage de risques pour accompagner l'entreprise. Dans les périodes de crise, par exemple, c'est extrêmement frappant. Moi, j'ai traversé avec beaucoup de stress le krach de 2002, le krach de 2007, 2008. Eh bien, j'ai même un exemple présent à l'esprit d'une grande multinationale du CAC 40 qui, en juillet 2008, avait 28 banques autour de la table. 6 mois après, au mois de janvier 2009, il n'y en avait plus que 4 et demi. Bon. Tout le monde s'était parti comme dans un vol de moineaux, absolument, parce que les gens prennent peur et les banques étrangères disparaissent immédiatement. Elles sont là pour faire des propositions très attractives quand les choses vont bien et disparaissent après. Les marchés financiers, ils se ferment complètement quand il y a une crise, naturellement. Autre différence, c'est que les marchés financiers s'adressent très peu aux PME, mais même aux grosses entreprises qui ne sont pas membres du CAC 40, si vous voulez. Donc, et alors, la Commission de Bruxelles, oui, d'une manière étonnante, veut développer, ce qui a été dit tout à l'heure, l'union des marchés de capitaux. En disant qu'on va encourager le financement des PME à travers cette union de marchés de capitaux. Par exemple, avec la titrisation, etc. Moi, j'en doute fortement. Pourquoi ? Parce que les marchés financiers, ils sont là pour aider d'abord les grandes entreprises. Pour qu'il y ait un marché financier, il faut qu'il y ait beaucoup d'opérations, il faut qu'il y ait, comme on dit en langage technique, de la liquidité, et par conséquent, une PME, sauf introduction en bourse, mais elle a du mal à attirer les investisseurs internationaux sur la valeur qui est cotée. Voilà. Donc, ce sont 2 choses très différentes. Alors, sur la décision qui a été prise par la Commission d'arrêter comme projet de mandature, c'est comme grand projet stratégique, l'union des marchés de capitaux, c'est-à-dire faire circuler encore plus vite les capitaux au sein de l'Union européenne et surtout de la zone euro. Moi, personnellement, j'ai regardé comment les choses s'étaient passées, par qui avait été prise cette décision. En réalité, on voit que c'est Jean-Claude Juncker qui, dans un discours en juillet 2014, au moment où il va devant le Parlement européen et où il va être nommé président, qui décrète en quelque sorte que ce projet va remplacer le travail de régulation financière qui avait été fait pendant les années précédentes par Michel Barnier. Il y a eu un changement stratégique très important. L'Union des marchés de capitaux, on en parlait depuis quelques mois. La BCE, notamment, appuyait beaucoup ce projet.
la Commission, mais je n'ai pas retrouvé trace d'un débat avec l'autorité politique. Ça renvoie d'ailleurs aux questions de tout à l'heure sur quel est le rôle des responsables politiques. Eh bien, les responsables politiques, on les trouve très absents dans toutes ces discussions. Et je ne suis pas sûr, c'est vrai que dans certains cas, il y a un problème de compétences techniques, si on veut, mais ce sont des choses qui ne sont pas si compliquées que ça, si vous voulez. Donc, je crois que c'est parce que, tout simplement, eh bien, on ne prend pas les responsabilités qui devraient être prises. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, alors, c'est un sujet qui est un petit peu technique, mais comme personne ici certainement ne va vous en parler, parce qu'on n'en parle pas, mais que le banquier, j'allais dire, il est presque le seul à le connaître, cet aspect technique, et que c'est un sujet qui a révolutionné depuis 10 ans la distribution du crédit. En d'autres termes, j'essaye de vous dire comment se fait l'allocation des ressources au sein d'une banque, comment se distribue le crédit. Eh bien, il faut savoir qu'une décision a été prise le 26 juin 2004 par ce qu'on appelle le comité de Bâle, qui est un groupe d'experts qui organise la régulation du crédit dans le monde. C'est une réunion qui était présidée par Jean-Claude Trichet et qui a révolutionné la distribution du crédit. Ce n'est pas compliqué à comprendre, je vous le dis en 2-3 phrases. Lorsque je faisais, prendre un exemple concret, crédit de 100 millions à une entreprise dans les sociétés du CAC 40 vraiment les mieux notées, Michel Crines connaît bien ce sujet-là, bien sûr, eh bien, je reviens un tout petit peu à comment ça se passait avant. Il faudrait peut-être que je vous dise ça. Comment un banquier prenait la décision. D'abord, il faut savoir que dans une banque, la décision est toujours collective. Dès que vous engagez un risque, vous devez avoir l'accord du comité de crédit, c'est-à-dire 30-40 personnes. Ça peut vous permettre d'éclairer les choses sur d'autres sujets. Parce qu'on a tendance à dire en général que ceux qui mettent en difficulté les banques, ce sont des gens isolés. Les 40 personnes qui sont autour de la table dans toutes les grandes banques du monde, eh bien vous avez la direction juridique, la direction fiscale, les directions internationales, vous avez absolument toutes les directions de la banque qui sont là. Donc c'est une décision collective, le comité de crédit est présidé par le directeur général ou le président. Bon. Donc voilà. Alors ensuite, comment est-ce qu'on prenait avant 2004, avant cette date fatidique, la décision? Eh bien, on regardait les ratios financiers de l'entreprise, on regardait la qualité des dirigeants, qu'en général on connaît bien, et puis on regardait la rentabilité qu'on pouvait retirer de la relation. Comment ça s'est passé après? Eh bien, si je faisais crédit de 100 millions donc à une entreprise très très bien notée, au lieu d'inscrire 100 millions dans ma déclaration réglementaire, j'inscrivais pour cette entreprise très très bien notée, où le régulateur estime qu'il n'y a pas de risque, j'inscrivais 15, 12 au lieu de 100. Une entreprise du CAC 40 un peu moins bien notée, mais pas mal notée, eh bien, j'inscrivais 60, 70, 75. Vous voyez, un écart entre deux entreprises du CAC 40 qui va de 1 à 5 ou 1 à 6. Ce qui veut dire que pour que le banquier, ce qu'on appelle la calculette du comité de crédit, pour que le banquier soit tenté de faire crédit à l'entreprise qui est un peu moins bien notée, il faudrait que la marge soit multipliée par 4 ou par 5 par rapport à l'entreprise très bien notée. Vous voyez bien, la calculette du comité de crédit, elle va affecter le crédit à l'entreprise qui est la mieux notée. Et je prends un autre exemple qui vous explique en partie la financiarisation de financement de l'économie. C'est que si vous faites crédit à un hedge fund, il va vous donner des garanties. Et là, on a décidé en 2004 qu'à partir du moment où il y avait des garanties, on allait privilégier ce crédit. Le hedge fund, il va aller emprunter des titres sur les marchés financiers, il va vous les donner en garantie, il les emprunte. Mais le hedge fund, il va passer devant la multinationale, parce que pour le banquier, c'est beaucoup plus intéressant. Donc vous voyez, j'essaye là de... Moi, j'appelle ça la boîte noire, je vais vous dire. La boîte noire, parce que c'est un système, là je vous résume et je caricature, c'est un système très compliqué
très complexe qui est à la main des banques, parce que les banques appliquent leurs propres historiques de pertes, et donc c'est un système qui biaise la distribution du crédit vers les multinationales, vers les activités financières. Si vous êtes négociant de matières premières, c'est très séduisant de faire crédit à un négociant de matières premières, et vers le financement des États, puisque la dette d'État est considérée comme un risque zéro. Voilà, y compris encore aujourd'hui en zone euro. Vous pourriez nous redire ce qui s'est décidé le 26 juin 2004 ? Alors, ça s'appelle, en langage technique, moi j'appelle ça la boîte noire, c'est la pondération des risques. On pondère les risques. C'est-à-dire qu'on considère que le banquier a le droit d'avoir des déclarations réglementaires inférieures si le risque est considéré comme excellent. Et vous voyez bien, qui est-ce qui analyse le risque sur les marchés? Eh bien, ce sont les agences de notation. Tout le pouvoir des agences de notation vient de ce système. Ce ne sont pas les agences de notation qui sont arrogées du pouvoir. Le pouvoir, il vient du système qui a été mis en place par Bâle. Et alors, puisqu'il faut avoir un regard encore plus critique, disons que je suis très étonné de voir, puisque tous ces sujets-là sont en discussion actuellement, de voir que le G20 finance au cours du mois de juillet, que le G20 qui vient de se dérouler au niveau des chefs d'État en Chine, d'abord, il n'est plus question de régulation financière dans ces G20, sauf le problème des paradis fiscaux. Eh bien, il est dit, la seule ligne qu'on retrouve sur ce sujet, c'est de dire il ne faut pas que les demandes du comité de Bâle, dont je viens de parler, se traduisent par des exigences supplémentaires de fonds propres pour les banques. Vous voyez, ne soyons pas plus durs sur le plan réglementaire, et on ne s'intéresse pas du tout à l'essentiel, à cette boîte noire, qui est la pondération des risques, qui canalise ensuite les ressources dans le monde. Ce n'est pas un modeste sujet. Et encore plus en Europe qu'ailleurs, parce qu'aux États-Unis, il y a les marchés financiers qui sont très importants, etc. Donc voilà, ça je voulais vous en dire un mot, mais je ne sais pas, est-ce que j'ai encore 2 minutes ou pas ou... 2 petites minutes, alors 2 minutes. Bon, juste pour vous dire donc, ce que je voulais également vous dire, donc 2 choses, 2 messages, disons. D'abord, vous dire que pour que le crédit soit dynamique, il faut que le comportement, le développement de l'économie soit dynamique. Or, qu'est-ce qu'on constate depuis une vingtaine d'années en France? C'est que l'industrie s'effondre, les services se portent pas mal et l'agriculture souffre. Je vous donne un chiffre. Sur 15 ans, depuis la naissance de l'euro, la progression de l'industrie en Allemagne, 34%, 2015, fin 2015, plus 34% en Allemagne, moins 15% en France, moins 20% en Italie et en Espagne. Donc, il y a un problème de compétitivité et le banquier, eh bien, quand il prend un risque, quand il regarde un dossier, notamment le dossier de PME, etc., c'est le tissu qui souffre, eh bien, il est obligé d'en tenir compte. Et moi, je pense, si vous voulez, à partir de là, il y a 2 manières de voir le problème de compétitivité. Soit on dit la France est en retard pour faire des réformes comme en Allemagne, c'est ce que défendent les chefs d'entreprise, MEDEF, etc. Il y en a d'autres qui disent, comme votre modeste serviteur, il serait peut-être temps de réfléchir au fonctionnement de la monnaie unique. Parce que c'est tout de même pas une coïncidence. Tous les économistes, on parlait tous les deux de Michel Aglietta tout à l'heure, qui est pourtant très favorable à l'euro, mais il avait expliqué avant la naissance de la monnaie unique, mais beaucoup d'autres économistes l'ont dit, qu'il y avait un phénomène de polarisation qui se développerait, c'est-à-dire que les capitaux ils vont s'investir là où c'est le plus intéressant. Et donc, quand vous êtes en contact direct avec l'économie réelle, vous êtes obligé d'intégrer ça. Et dernier point que je voulais vous dire, ça a été évoqué vaguement tout à l'heure, à propos de la finance de l'ombre, mais il n'y a pas que la finance de l'ombre. Effectivement, 38% de la finance mondiale qui est très mal régulée. Il y a tout ce que j'ai fait, moi, à l'AMF pendant 10 ans,
c'est-à-dire la régulation des hedge funds, la régulation du trading à haute fréquence, la régulation des marchés de matières premières, la régulation des marchés de quotas de CO2 pour le climat. C'est aberrant qu'on ait confié la régulation du climat aux marchés financiers. Bon, voilà. Donc il y a tous ces aspects dans les marchés financiers qu'il faut également encadrer. Des économistes qu'on dit classiques ont tendance à dire ce qui est important, c'est de contrôler la manière dont fonctionnent les banques. Non, ça ne suffit pas. C'est tous les aspects des marchés financiers qu'il faut encadrer. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis désolé, j'étais un peu plus long, mais le sujet de la boîte noire, je me suis dit, c'est une occasion d'échanger avec vous là-dessus. Merci.